C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €, les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, le lac qui fait voyager. Guadeloupe, actualité. Les radars tourelles font leur rentrée. De nouveaux dispositifs de contrôle qui viennent en remplacement des équipements neutralisés lors des mouvements sociaux de 2021. Le premier de la série a été installé cet après-midi à Colin-Petitbourg dans le sens Basse-Terre-Pointe-à-Pitre. Le prochain sera implanté à l'Ermitage Trois-Rivières le 18 septembre prochain. Notez que la fin d'année, c'est dans pas longtemps et que les caisses sont vides. Et les parents d'élèves de l'école de Bel-Air à Capesterre-Bello sont mobilisés. Ils dénoncent la fermeture d'une classe, ce qui entraîne une surpopulation dans les classes restantes. Les enseignants se retrouvent avec 46 élèves répartis dans 2 classes de 4 niveaux chacune. Oui, 4 niveaux chacune. Une avec les 3 niveaux de maternelle plus le CP et l'autre classe avec des élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2, une situation inacceptable pour la communauté scolaire qui témoignait au micro d'Olivier Félix. Nous sommes mobilisés depuis lundi contre cette fermeture de classe, car aujourd'hui, pour 8 niveaux, le rectorat propose 2 enseignantes, 8 niveaux répartis sur 2 classes. Voilà. Donc aujourd'hui, l'enseignement sera impacté. Et également la charge mentale des enseignantes. Donc nous, parents, nous nous inquiétons sur l'avenir de nos enfants et la qualité d'enseignement. Il faut savoir que ce sont des décisions qui sont totalement arbitraires. Hein. Ce sont des personnes qui appliquent des règles qui sont établies du ministère de l'Éducation nationale, où on compte le nombre d'élèves, on compte la population, mais on ne prend pas en compte la qualité de vie la qualité d'enseignement, la qualité de vie des élèves, parce que certes, ce qui nous rétorque, c'est que l'enseignante est censée pouvoir dispenser des cours sur ces 4 niveaux. Très bien. Est-ce que nos enfants sont censés pouvoir suivre un enseignement réparti sur 4 niveaux? Est-ce que ils auront l'attention nécessaire? Oui, parents, nous avons un rôle à jouer à la maison, mais comme ils nous disent que l'école est obligatoire et que justement c'est l'enseignant qui se charge de l'enseignement, il ne nous apporte aucune solution pédagogique, aucune solution en termes de renfort sur l'école. Hein. On peut avoir des renforts, c'est à eux de nous apporter des solutions. Ils nous rétorquent uniquement les textes et les chiffres. Restons mobilisés. Aujourd'hui, nous avons rencontré la municipalité qui nous accompagne d'ailleurs dès le départ, mais nous avons fait un point avec la municipalité et nous comptons rester mobilisés face à cette situation parce qu'aujourd'hui, le rectorat ne compte pas céder à une ouverture de classe sur Bel-Air parce qu'ils estiment que nous, parents, sommes trop affectueux envers nos enfants. Je suis une élue du quartier, donc je soutiens totalement les parents d'élèves, ainsi que le maire Jean-Philippe Courtois et son équipe municipale. Nous sommes avec eux pour empêcher cette fermeture de classe. Aujourd'hui, les chiffres ont parlé. Donc les classes, les 4 niveaux resteront sur 2 classes pour 2 enseignants, dont une qui devra assurer son poste de direction. L'enseignant qui se plaint de ne pas pouvoir tenir 4 niveaux, c'est un enseignant qui n'a pas les compétences pour enseigner. Ça vient du rectorat. C'est ce que nous avons eu comme retour du rectorat. Si un enseignant aujourd'hui ne peut pas tenir 4 niveaux de classe. Et parlons maintenant de la première édition du Troc et Don de rentrée organisée par la ville de Baie-Mahault. Et à cet effet, je reçois Jacqueline Favorinus, élue déléguée au développement durable, aux transitions écologiques, énergétiques et climatiques. Elle est en compagnie de Rosie Casomont, chargée de projet. Bonsoir à vous. Bonsoir aux spectateurs.
aux Bonsoir à téléspectateurs. tous ceux qui sont derrière leur petit écran ce soir. Voilà, Très ça, bien. ça. Et on démarre justement, puisque la ville a décidé d'organiser le premier troc de rentrée. Pourquoi ? Alors, je vais commencer par un petit rectificatif. C'est la 2e édition du troc-don sur le sujet de la rentrée scolaire. Et c'est la 3e édition en globalité, puisqu'on a eu aussi cette opération pendant la période de Noël. Alors, en fait, c'est une action qui se place sous le plan de la solidarité, c'est sur le plan de l'économie circulaire et bien sûr de la réduction des déchets. Et il s'agit pour la ville d'accompagner des parents en leur mettant à disposition un ensemble de matériel qui peut être utile aux enfants à la rentrée, c'est-à-dire du matériel scolaire, du matériel de sport, peut-être même des uniformes, enfin tout ce qui peut être utile dans la vie de l'enfant pendant sa scolarité. Et donc on le fait tout de suite après la rentrée des classes pour que les personnes aient déjà cerné leurs besoins. Et c'est de la solidarité parce que ce sont des apports qui nous sont faits par la population, les associations. Et il s'agit de venir sur cet espace samedi prochain, samedi 14, derrière la mairie de Bémao, la rue Louis-Mathieu, et de venir échanger. On parle donc de troc. On peut déposer aussi en même temps, mais on vient, on choisit et on prend. Voilà. Le besoin se fait sentir ? Toutes les musiques du monde et des régions d'outre-mer sont sur O-News Radio. Effectivement, nous recevons donc des appels, nous demandons justement quand est-ce qu'il y aura une prochaine action donc de ce genre. Donc les temps sont vraiment difficiles pour beaucoup de foyers On peut guadeloupéens. le dire. Donc comment ça se passe concrètement ? N'importe qui peut venir donner, on peut aussi faire du troc donc ? Tout à fait. Alors donc c'est une action en fait qui est ouverte à tous. Et effectivement, donc ceux qui ont la capacité donc de donner, ils donnent. Et sinon donc le jour J justement, donc ceux qui veulent venir troquer, ils peuvent le faire sans problème. Est-ce qu'il y a des listes ? Est-ce qu'il y a des matériels qui sont plus demandés que d'autres ? Alors, justement, donc nous avons établi une liste, puisque justement, on nous pose la question très, très souvent. Et dans cette liste, nous avons listé donc, tout ce qui est fourniture scolaire. Mais alors, c'est vrai que nous recevons donc, beaucoup donc, de livres de poche, beaucoup donc, d'encyclopédies, de dictionnaires. Mais effectivement, à part ça, donc, il y en a qui ramènent donc, tout ce qui est cahier, enfin tout ce qui est fourniture scolaire. Ça, c'est le plus important. C'est le plus important, voilà. C'est à l'occasion de la rentrée. Certains ont des finances qui sont quand même assez amoindries. Donc c'est toujours bien de pouvoir en profiter. Écoutez, on intervient un petit peu sur le pouvoir d'achat en faisant cette opération. C'est un sujet d'actualité. Donc, il n'y a pas une seule réponse à ce sujet. Ça aussi, ça peut y contribuer. De toute façon, nous arrivons à des périodes où nous devons aussi changer notre façon de consommer pour pouvoir équilibrer nos budgets, puisque les prix étant ce qu'ils sont, on ne peut pas toujours tout acheter si on veut avoir satisfaction dans ses besoins. Vous trouvez qu'on a du mal un peu avec les secondes mains, les choses comme ça ici ? Je dirais qu'on avait du mal, mais on peut dire qu'aujourd'hui, sous ces différentes formes, c'est quelque chose qui passe assez bien aujourd'hui. C'est vrai qu'à Bémao, on organise il y a plusieurs opérations de dons. Ça peut être des lunettes, ça peut être du matériel. Oui, voilà, on a a cette habitude de diversifier les opérations de solidarité de cette forme-là. Mais de toute façon, je considère qu'il y a une évolution. Je ne dirais pas qu'on a du mal ou pas. Il y a une évolution. Parce que ça fait quand même depuis quelque temps, dans le cadre du développement durable, il y a des mesures incitatives pour aller vers ces comportements. Mais la situation économique nous oblige, ou en tout cas incite les personnes à y participer de plus en plus pour, encore une fois, équilibrer le budget, quoi. Il n'y a pas de petites économies dans tous les cas. Tout à fait. Donc, on va donner le rendez-vous pour les téléspectateurs. Alors, donc, venez échanger et donner des fournitures scolaires, vêtements, petits meubles, matériel sportif, artistique, informatique, instruments de musique, le samedi 14 septembre 2024, de 8h à 14h, à la rue Mathieu-Louisy, derrière l'hôtel de ville. Alors, je vais quand même rajouter que on a annexé à cette opération un certain nombre d'ateliers. Alors, c'est la rentrée des classes.
il fut un temps où à la rentrée des classes, on avait des tisanes. Eh bien, on va inciter, en tout cas, les personnes, on va leur proposer des tisanes pour la rentrée scolaire pour les enfants. Et on a une personne spécialisée en la matière qui s'appelle Marie Gustave de la société Aplerdom, quelque chose comme voilà, ça. Je me rappelle plus. Voilà, qui est vraiment férue en matière de plantes médicinales. On aura aussi l'association Birmingham Art qui va proposer des ateliers pour fabriquer des petits bureaux avec des boîtes palettes. Donc, il y a une animation aussi autour de cette activité ce matin-là. Et on ne va pas oublier qu'on a comme partenaire la CRES qui est avec nous sur cette manifestation. C'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et nous avons également donc C2D Consulting ainsi que la déchetterie donc de Jarry. Oui, voilà. Enfin, on va profiter, puisqu'on parle un petit peu de la réduction des déchets, de profiter de l'opportunité pour proposer des séances de tri, apprendre à trier. C'est jamais inutile. Très bien. En tout cas, le rendez-vous est donné. Ce sera donc le 14 septembre prochain à partir de 8h. Ce sera juste derrière la mairie de Bémao, à la rue Mathieu-Louisy. Merci encore pour votre passage et pour cette opération, effectivement, de troc et don. Et je le répète, il n'y a pas de petite économie, surtout en ces temps difficiles. Merci à vous. Merci. Et après avoir découvert par la presse les difficultés de leur structure, les agents du SMGEAG s'interrogent sur les dysfonctionnements cités. L'État accuse le syndicat de manquer de transparence sur la trésorerie qui afficherait un nouveau déficit. Les autorités ont donc décidé de couper les vannes et de suspendre le versement des subventions. Pour l'UNSA, cette décision n'est que manipulation à l'heure où les conseillers techniques en charge de communiquer les chiffres ont été nommés par l'État lui-même. Regardez. Alors, sur la santé financière du SMGEAG, l'UNSA a eu l'occasion plusieurs fois, que ce soit en comité social et économique ou en comité technique territorial, de demander ce qu'il faut, ce que le SMGEAG, le président, a déjà organisé comme financement pour le SMGEAG. Nous n'avons jamais eu de réponse. Aujourd'hui, on entend qu'il y a de l'argent, des subventions qui ne vont pas être remises au SMGEAG. On s'en étonne, on s'en inquiète parce que le SMGEAG n'est pas vide. Il a quand même 500 salariés et agents qui ont envie de savoir où passe l'argent et ce qu'ils ont fait avec cet argent. On ne comprend pas. L'État a mis à la disposition du SMGEAG des assistants techniques. Les assistants techniques sont des prétendus experts qui sont censés aider tout le personnel du SMGEAG, notamment les chefs de service, à bien faire leur travail. Particulièrement à la direction des finances, il y a un assistant technique qui est censé valider un certain nombre de choses et vérifier que les choses sont bien faites. Dire maintenant qu'il y a un problème de financement, ça veut dire que l'État n'a pas contrôlé ce que fait les assistants techniques qu'il a mis à la disposition, qu'il n'a pas donné d'ordre, qu'il n'a pas demandé d'explication, et maintenant qu'il trouve qu'il y aurait un trou dans le budget de cette structure, il dit qu'il ne va pas donner d'argent alors qu'il en doit déjà à la structure. Il y a quelque chose qui ne va pas et nous on considère que cette manipulation, c'est une manière de démanteler le SMGEAG au profit de groupes que l'on ne connaît pas encore, mais on ne saura tarder, on ne va pas se laisser avoir dans ce coup-là. La position de l'UNSA, c'est de demander à l'État de bien vouloir donner ce que l'UNSA a toujours demandé, la situation des assistants techniques, quel est leur travail, est-ce qu'ils ont fait un bilan, où est ce bilan, et puis il y a un directeur général qui pilote tout ce ménage, mais qu'est-ce qu'il fait et à quel moment il fournit les réponses, et puis pour nous, au niveau du comité social et économique et du comité social territorial, il est question de présenter de manière claire la situation économique et financière de la structure que nous avons déjà demandé et qui nous a toujours pas été donnée alors que le SMGEAG est créé depuis septembre 2021.
Un reportage signé Grégory Laps. Au vu de la situation, la distribution d'eau potable en Guadeloupe risque peut-être de connaître quelques petites perturbations dans les jours à venir. C'est également probable aussi sur le secteur de l'énergie, puisqu'on a la CGTG qui lance un appel à la grève, puisque visiblement la révision des carrières qui avait été actée lors du dernier mouvement social, eh bien ces révisions de carrières n'ont pour l'heure pas été faites, ou en tout cas pas en intégralité, et donc on a une petite colère qui monte et qui vient également se rajouter donc à la problématique de la vie chère qui enfle de jour en jour. Et suite aux travaux opérés sur la voie verte à Jarry, le centre équestre de la Martingale est inondé, l'eau ne redescend plus, le reste en images. Plusieurs mois, on a remarqué que l'eau commençait à monter. Et là, après les différents épisodes pluvieux de ces derniers temps, l'eau ne redescend plus, on est totalement inondé, la route est bloquée et on a des difficultés pour venir s'occuper de nos chevaux tous les jours. On a des employés qui peuvent plus forcément venir travailler, donc ça remet en cause toute l'activité du centre équestre, mais aussi du terrain de foot, de la solidarité scolaire qui est juste à côté de notre terrain. Pour le coup, au niveau de la circulation, c'est beaucoup mieux, il faut dire ce qu'il en est, mais malheureusement ça a créé des conséquences. L'eau n'arrive plus à traverser la route, donc reste bloquée de notre côté et monte au fur et à mesure et essaye de trouver une solution pour s'échapper. Donc monte un peu partout. Autant au début, c'était juste la Martingale et le club de foot qui étaient impactés. Aujourd'hui, c'est toute la route sous le pont, tous les chemins d'accès et aussi les résidents de la Martingale qui se retrouvent sous l'eau. On s'est rapproché aussi bien de la mairie que de l'ADEAL, que du département, aussi de la protection du littoral qui est responsable de la mangrove, etc. Aujourd'hui, chacun se renvoie la balle. On n'a aucune solution, donc on a été obligé de faire par nous-mêmes et de prendre sur notre responsabilité nos fonds associatifs. Là, on est en train d'investir entre 5 et 10 000 euros pour faire un enrochement pour pouvoir aller s'occuper des chevaux, parce qu'on travaille vraiment aujourd'hui pour les jeunes et c'est ce qui est important. Il y a aussi le terrain de foot à côté, comme je le dis. Nous, à la Martingale, c'est entre 300 et 350 licenciés. Le terrain de foot, je pense que c'est autant, même beaucoup plus. Après, on se plaint que nos jeunes sont dans la rue. Mais il faut intervenir justement et nous aider à trouver des solutions pour ça. Un reportage de Solène Fèvre. La SAFER lance son projet d'agroforesterie pour redynamiser la Côte-sous-le-Vent. 200 hectares de terre sont ainsi mis à disposition à Bouillante et Pointe-Noire. Répartis sur 27 lots, ils sont attribués après audition des agriculteurs volontaires. Ces derniers doivent présenter des projets innovants pour tenter de convaincre le jury et obtenir une parcelle. C'est le cas de Cindy Viraille qui réalise des produits cosmétiques ayurvédiques et qui envisage un partenariat directement avec l'Inde. Regardez. On a l'opportunité, grâce à la SIC, propriétaire de moins de 200 hectares à Pointe-Noire, de pouvoir donner une nouvelle dimension à l'agriculture guadeloupéenne, puisqu'on voit bien qu'il y a des zones qui ont été abandonnées, notamment sous Pointe-Noire, et on a une possibilité là, avec ces fonciers-là, de permettre aux jeunes, puisqu'on a constaté ce matin, il y a beaucoup de jeunes qui postulent avec de très beaux projets, avec de bonnes motivations pour donner une nouvelle forme d'agriculture à notre département. Je voulais vraiment m'installer et développer de nouvelles gammes de produits cosmétiques et alimentaires. Et donc j'ai entendu parler de cet appel à projet et je n'ai pas hésité en fait à candidater. L'essence de mon projet, c'est-à-dire que c'est déjà au niveau de l'originalité, puisque j'ai créé une marque de cosmétiques ayurvédiques qu'on appelle Sinti Raja. Et en fait, je prévois aussi des partenariats avec un réseau d'associations d'agriculteurs en Inde. Et donc voilà, je souhaiterais faire un partenariat donc avec l'Inde concernant l'agriculture naturelle en Guadeloupe. Naturellement, il y a 150 hectares, il y a le potentiel d'activité agricole. On a constitué plusieurs lots. De lots de différentes tailles, puisque tous les agriculteurs n'ont pas la même dynamisme de développement, donc plusieurs lots, et là ce matin on va procéder à l'attribution effective de ces lots-là. C'est une opportunité, quelle que soit la tranche d'âge, dès qu'on a en fait un projet solide, en ce qui me concerne, mon projet rentre dans le cadre de l'agroforesterie.
Mais c'est une opportunité de pouvoir créer son activité. Lors de la première appel à candidature, on n'a eu que quelques candidats qui se sont manifestés, qu'on va retenir ce matin. Il y aura une deuxième vague d'appel à candidature sur un peu plus de 100 hectares quand même, à mon avis. Et là, on espère qu'il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes, des porteurs de projets, qui vont se positionner pour pouvoir être attributaires du reste des parcelles qui sont situées à Pointe-Noire. Parlons maintenant de la Riviera du Levant qui poursuit ses ateliers de formation à destination des gîteurs de son territoire. La réglementation, formalisation de la grille tarifaire pour les locations saisonnières ou encore les outils pour paramétrer les tarifs et sont au programme de ces 3 jours de formation. Regardez. Aujourd'hui, l'Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant souhaite accompagner ses socioprofessionnels. Donc, dans un premier temps, nous nous focalisons sur les hébergeurs du territoire, donc du Gosier, de Sainte-Anne, Saint-François et de la Désirade. Nous avons commencé par des formations durant ce mois de septembre, afin de les accompagner dans leur montée en compétences, afin d'arriver à une montée en gamme sur le territoire. Pouvoir améliorer l'offre sur le territoire, donc en passant tout d'abord par un accompagnement de ces socioprofessionnels. Il faut savoir aussi que nous accompagnons au classement de ces meublés de tourisme, tout ceci dans l'idée de monter en gamme. Ils apprécient l'initiative de l'Office du tourisme de la Riviera du Levant, puisqu'il y a vraiment un besoin de formation et de professionnalisation de ces personnes sur l'activité de location touristique. Là, on est sur un circuit de 3 jours, donc avec un premier jour sur la réglementation, un deuxième jour sur la formalisation de la grille tarifaire de ces locations saisonnières, et sur le dernier jour, on va voir les outils justement pour paramétrer les tarifs et pour aller plus loin sur de la tarification dynamique. Nous comptons environ 80 participants. Il faut noter que nous allons proposer d'autres formations au mois d'octobre et d'autres formations au mois de novembre également sur d'autres thématiques. Je pense que c'est une très bonne chose et je dirais même une bonne opportunité pour nous, propriétaires de location touristique, d'avoir ce type de formation. Même si je suis dans le métier depuis déjà plus de 30 ans, je remercie l'OTI de m'avoir convié à ce type de formation. Et j'invite d'autres personnes à s'y rendre parce que c'est vraiment, il y a des choses, d'autres aspects administratifs qui rentrent en jeu et pour moi c'est une très bonne chose d'y être aujourd'hui. C'est un véritable métier, c'est aussi une activité économique, donc quand on ne se forme pas, parfois on peut rencontrer des difficultés, faire des erreurs, parfois même ne pas gagner de l'argent, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc l'idée de ces formations est intéressante puisque ça permet de structurer l'offre et aussi de structurer la grille tarifaire, prendre en compte la rentabilité de ces activités-là et donc de se professionnaliser. On se rend maintenant à France Service au Lamentin où la municipalité organisait un atelier numérique. La mise à jour en la matière devient quasiment nécessaire, vous le savez. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes à France Service puisque c'est la 11e année de la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Donc, nous avons donc procédé à des ateliers pour permettre aux personnes qui ne maîtrisent pas l'outil, avec notre conseiller informatique numérique, de leur montrer comment justement utiliser l'outil dans leur démarche personnelle. Ce sont des séances de 1 heure, donc ils passent par 4, c'est des groupes de 4 personnes. Et voilà, là particulièrement ce sont des niveaux différents, donc j'essaie d'évaluer un peu. En fonction de leurs difficultés, en fonction de leur niveau, je vais accentuer, on va faire des ateliers, des jeux ludiques. Lorsque nous nous sommes rendus compte qu'effectivement il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas manier l'outil informatique, ne savaient pas faire leurs démarches, leurs déclarations par rapport aux impôts, donc nous avons adhéré tout naturellement à cette mise en place de la maison France Service à Lamentin. Aujourd'hui on se rend compte que pour faire des démarches, pour faire des tâches simples, même récupérer des photos des petits-enfants, ou peu importe en fait, c'est vraiment inévitable en fait. L'informatique, le numérique, ils sont réceptifs, c'est eux-mêmes qui sont venus de leur plein gré. Alors il y a eu un communiqué et c'est eux qui ont appelé pour savoir un peu comment ça se passait. Il y a une partie aussi où voilà, j'ai appelé, j'ai contacté et voilà, ils ont répondu présent. Donc.
Un reportage d'Olivier Félix. Et on parle de foot et de la Coupe des champions de la CONCACAF et on félicite les Guada Boys qui s'imposent face au Suriname 1-0. Le résumé de Richard Etienne. Ambrose and the Bosnia! Symbole de la délivrance. Ce but marqué par Jordan Lebogne à la 67e minute de jeu. The substitute has unlocked the safe. Dans un match pris au sérieux par les Guadeloupéens, à l'image de cette action emmenée par Mathias Faïton, ou encore cette frappe de Thierry Ambrose, la Guadeloupe qui domine, sans concrétisation, 0-0 le score à la mi-temps. De retour des vestiaires avec un changement significatif, la rentrée de Jordan Lebogne. Suivez bien cette action, une passe lumineuse de Thierry Ambrose pour Jordan Lebogne, idéalement placé, 1-0 pour les Guada Boys. Synonyme de victoire. Une victoire qui permet aux Guadeloupéens de se maintenir dans la course pour une qualification à la Gold Cup. Mais la route est encore longue. Content, oui, parce qu'on est toujours en vie. C'est surtout ça, parce que nous, pour être en quart de finale, il faut finir parmi les 2 premières équipes. Et on sait que ça ne va pas être facile. Donc on garde toutes nos chances. Donc voilà. C'est toujours une belle équipe, belle rivalité aussi, Guadeloupe-Martinique. Mais on pense quoi? Ils sont comme nous. Hein. La Martinique essaie de monter une équipe difficilement avec des joueurs. Peut-être qu'ils ont encore de très bons joueurs pour le prochain match, peut-être moins. Mais ça reste toujours cette rivalité qui nous anime. Je pense que c'est un match qu'il faut prendre. Il ne faut pas prendre à la légère parce que c'est des points qu'on doit aller chercher pour la compétition. Aujourd'hui, on arrive à prendre 3 points et il faut aller chercher 6 points dans un mois. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.